toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de m'avoir sollicité pour cette petite vidéo. Je vais, comme me l'a demandé Aimé, m'exprimer un peu sur mes sujets de prédilection, à savoir les questions de classification, les questions de rémunération que je traite depuis une trentaine d'années. Et voilà, je suis à titre indépendant consultant depuis 25 ans. Je suis sociologue du travail d'origine, j'y attache beaucoup d'importance. Et voilà, Aimé m'a demandé de m'exprimer sur le RIFSEP. Alors, ce n'est pas forcément voilà, dans le secteur public que j'interviens le plus, mais je peux dire un mot en effet là-dessus et puis peut-être faire un développement autour. Voilà, j'interviens essentiellement pour le compte de commissions sociales, de commissions paritaires, de branches professionnelles. C'est quasiment exclusivement toutes les interventions que je réalise sur mes sujets. Et donc, je travaille avec les partenaires sociaux pour trouver les voies qui permettent d'aboutir à des accords en deux mots. C'est mieux qu'en un seul mot, désaccord. Voilà, alors ça me conduit à faire une première remarque peut-être sur le fond, c'est-à-dire cette distinction qui existe entre les grilles de classification, comme il en existe dans les conventions collectives et les branches professionnelles, et la partie appréciation individuelle, n'est-ce pas? Les deux choses sont liées naturellement parce qu'on traite des questions de rémunération, mais fondamentalement, la classification, les grilles de classification et de salaire dans les branches professionnelles ne traitent que du contenu du travail, que du contenu des emplois, de tout ce qui est requis pour tenir un emploi, et à la différence de l'appréciation individuelle qui vise à valoriser les comportements professionnels, la manière de travailler, le travail mieux que bien fait, et exprimait un ancien collègue à moi, et je trouve que l'expression vaut quelque chose. Le travail bien fait, ça donne un salaire. Le travail mieux que bien fait, ça peut donner un complément de salaire. Voilà, cette distinction, elle est naturellement essentielle. Voilà, trop fréquemment, on voit des systèmes qui mêlent les deux aspects. C'est certainement pas une bonne idée. Ça rend justement la politique de rémunération opaque, en tout cas moins lisible pour les salariés. Cette distinction étant faite, j'ai mon idée effectivement sur le RIFSEP tel qu'il existe aujourd'hui, et j'ai mon idée aussi sur son histoire. C'est toujours intéressant de regarder ce qui s'est passé et pourquoi est-ce qu'on en arrive à à la situation d'aujourd'hui. Alors si on était ensemble, je vous interrogerais comme j'interroge mes étudiants en master, parce que j'adore ça aussi, faire un peu d'enseignement. Mais là, je ne peux pas faire mon quiz habituel. Mon quiz habituel, c'est qui a inventé le principe de la notation dans la fonction publique et quand? Et en général, pour peu que les étudiants ou étudiantes soient en formation initiale, ce sont des choses qu'ils ou elles ne connaissent pas ou peu. Alors peut-être que vous avez une idée. Le quand, c'est assez facile, vous le savez pour la plupart d'entre vous, j'imagine. C'est la libération, naturellement, avec la création du statut de la fonction publique. Et ça, c'est une date importante, évidemment, le statut général de la fonction publique, 1946. Au passage, il est intéressant de se rappeler qui était ministre de la fonction publique et en plus vice-président du Conseil avec De Gaulle en 1945-1946, c'est Maurice Thorez. Et Maurice Thorez était le secrétaire général du Parti communiste français. C'est intéressant parce que il fait naître cette idée qu'on doit apporter une contribution parfaite et la plus optimale possible, la plus efficace possible, pour rendre le service utile, nécessaire aux citoyens. Et cette idée de voilà, donner un avancement au choix, comme on disait, et on continue de le dire un peu d'ailleurs,
un avancement au choix permettant voilà, d'accélérer son évolution salariale dans le cadre des grilles salariales. Alors, je disais, c'est intéressant parce que Maurice Thorez, Parti communiste français, parce que je suis, moi, parfois confronté à des gens, à des organisations syndicales en particulier, qui me disent, mais voilà, l'appréciation individuelle, l'évaluation des personnes, tout ça, c'est une affaire libérale, c'est un truc pour les patrons, pour mettre les gens en compétition entre eux, etc. Et donc je leur rappelle que ça n'a rien de particulièrement libéral. C'est un principe intéressant qu'il ne faut pas naturellement pousser à l'extrême, mais c'est un principe évidemment intéressant et très utile, non pas pour mettre les salariés en compétition, mais simplement pour reconnaître la contribution de chacun, la manière de servir, comme on dit dans la fonction publique, la manière d'intervenir, de réaliser son travail de manière la plus efficace possible. Il ne s'agit pas d'écraser ses collègues pour faire mieux qu'eux. Il s'agit de progresser par rapport à une situation antérieure. Il s'agit éventuellement, quand on est dans un monde d'entreprise privée, quand on est commercial par exemple, effectivement d'essayer de vendre plus de contrats, d'essayer de vendre plus de biens ou de services, etc. Et tout ça mérite une reconnaissance, une contribution, une reconnaissance de cette contribution plutôt. Et voilà. Donc l'appréciation individuelle en tant que telle n'est pas le diable. C'est éventuellement la manière dont ça se déroule, dont ça se passe, qui pose problème. Mais il faut distinguer les deux choses, n'est-ce pas? Il faut distinguer l'intérêt de l'outil et puis l'application ou l'utilisation de l'outil qui peut poser un certain nombre de problèmes et qui est toujours source sur lequel on peut toujours améliorer naturellement le fonctionnement. Et du coup, voilà, après la libération est plus proche de nous. Alors, c'est un président de la République qui a évoqué, en faisant quelques remous d'ailleurs, le principe du mérite, de la reconnaissance du mérite dans la fonction publique. C'était pas inintéressant, c'était voilà, quelque chose qui pouvait être envisagé effectivement et dans la continuité du coup du système de notation. C'était pas si révolutionnaire que ça. Et puis on en est arrivé à l'obligation d'entretien professionnel, les décrets de 2007 et 2009 dans la fonction publique. Et puis, entre-temps, la PFR est née. Qu'est-ce que ça voulait dire d'ailleurs? Est-ce que je m'en souviens moi-même? Prime de fonction et de résultat, voilà. En 2008, donc, qui a été abrogée en 2014 pour faire place à la RIFSEP, qui, quand on regarde son contenu, est assez satisfaisant du point de vue de la distinction que j'évoquais tout à l'heure entre classification et appréciation individuelle, évaluation du contenu d'emploi, évaluation de la manière de travailler, puisqu'on a effectivement les deux aspects, hein, tout ce qui a trait à la... j'ai plus le terme en tête, en tout cas ce qui a trait à la fonction, à l'expertise, et on y rajoute même les suggestions. Bon, voilà, c'est un peu particulier, mais admettons, on est là sur le contenu de l'emploi, incluant donc ses conditions de travail, mais c'est un détail. Et puis on a cette partie complémentaire avec l'engagement, la valeur professionnelle, les comportements, la manière de servir que j'évoquais tout à l'heure, qui vous est chère, l'investissement personnel, également le travail en équipe, également la contribution au collectif, et puis évidemment, et comme dans le privé, la fixation d'objectifs avec la mesure de résultats dans la période qui suit. Et tout ça, alors c'est vrai que c'est une seule prime, donc je pourrais râler du point de vue doctrinal en disant mais voilà, on mélange le contenu et la manière, voilà. Mais voilà, quand on regarde un peu précisément les choses, on est dans une logique un peu de distinction et qui est tout à fait intéressante.
Cette distinction, elle est intéressante parce que, je le disais un peu tout à l'heure, elle permet aux salariés de comprendre les raisons pour lesquelles il est augmenté ou non. Et ça, c'est tout à fait utile. Ça donne de la visibilité, ça donne de la compréhension. Quelle place j'occupe, quel contenu d'emploi je réalise, comment est-ce que je travaille par ailleurs, comment est-ce que j'agis, comment est-ce que j'entre en relation plus ou moins efficace, plus ou moins bonne avec mes collègues. Voilà, ce sont deux choses différentes, c'est deux évaluations différentes. Ça doit correspondre à deux outils différents. Voilà. Donc RIFSEP, ok, un seul outil, mais à l'intérieur duquel on peut distinguer les choses assez clairement. Sur le fond et en théorie, si j'ose dire, moi ça ne me pose pas de problème, et c'est un procédé, un outil intéressant. Après, évidemment, la pratique, c'est vous qui la vivez, qui la subissez ou qui en bénéficiez selon le cas. Et là, je n'ai pas, moi, suffisamment réalisé de diagnostic ou d'entretien dans vos sphères publiques pour en juger, parce qu'évidemment, c'est une question qui va nous amener non pas vers l'outillage, vers les dispositifs, mais vers la capacité et les qualités du management pour s'emparer de l'outil et faire en sorte qu'il soit appliqué convenablement. Et c'est un vrai travail, c'est compliqué, c'est très complexe. On a parfois des managers qui sont peu formés, peu sensibilisés, pas forcément à l'aise. Enfin, vous savez ça évidemment mieux que moi, et autant que moi. Et donc, d'où la difficulté, n'est-ce pas, qui peut survenir dans l'application, dans la mise en œuvre de ces outils. Voilà, je peux ajouter quoi à ce que je viens de raconter? Peut-être une anecdote pour terminer qui m'a beaucoup amusé à l'époque et qu'on retrouve, que j'ai glissé dans un encadré du livre, mais qui montre ces difficultés qui peuvent naître de l'absence de distinction entre les différents éléments de rémunération. Une amie autrefois qui avait bénéficié d'une augmentation de 6% de salaire, qui était ravie, qui voit son responsable hiérarchique lui dire bravo, vous avez vraiment bien travaillé l'année passée, on veut marquer une reconnaissance, voilà, bravo, merci. Et elle rencontre sa N+1, sa N+2 dans les couloirs peu de temps après, qui lui dit, à qui elle fait part de remerciements également, mon amie, et puis elle lui répond oui, oui, c'est sûrement parce que vous avez bien travaillé l'année passée, mais en fait, on vous a donné une augmentation surtout parce qu'on vous a mis sur des projets importants à venir, pour l'année à venir. Et on veut vous motiver surtout sur ce projet, c'est très important pour nous, c'est un projet important, etc. Alors, elle a deux versions un peu différentes, donc, et je lui suggère d'aller voir la fonction ressources humaines, et elle va voir son RRH et qui lui dit « Ah non, mais oubliez tout ce qu'on vous a dit, c'est parce qu'en fait, on a fusionné avec une autre entreprise et on est obligé d'harmoniser les salaires, donc pour respecter à travail égal, salaire égal. » Voilà. Donc, eh bien, mon ami avait trois versions différentes pour une même augmentation. Je ne dis pas qu'elle n'était pas satisfaite de son augmentation, elle était ravie. Simplement, du point de vue de la politique de rémunération, du point de vue du management, du point de vue de la motivation, on fait faillite. C'est-à-dire, on ne donne pas les bonnes raisons pour expliquer le pourquoi du comment d'une augmentation. Et on passe à côté précisément d'une motivation précise, d'une compréhension par le salarié, la salariée en l'occurrence, de ce pourquoi elle est reconnue. Alors elle est reconnue, mais elle est reconnue pour un peu n'importe quoi. Voilà. Bien, écoutez, sur cette anecdote, je vais vous laisser à votre congrès. Je vous souhaite un bon congrès, je vous souhaite une bonne journée. Du coup, je rends hommage aussi à votre engagement syndical, qu'il soit dans d'autres sphères confédéré, autonome ou indépendant. Eh bien, qu'importe, respect pour votre travail et bien bonne journée, bon travail
et bonne suite à vous. J'ai été ravi de vous parler. À bientôt, au revoir.